Géostratégie, économie mondiale, les fonds gardés à l'étranger sont-ils encore en sécurité? Géostratégie, économie mondiale, les fonds gardés à l'étranger sont-ils en sécurité? Nous nous interrogeons. Les mystères et surtout les inégalités du destin choquent la raison. Mais la parcelle de divin qui habite notre conscience proclame hautement que l'infinie justice réserve à chacun au-delà de cette vie une égalité absolue de devenir. Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Car comme j'aime le dire, la nourriture de l'esprit, c'est l'information. Quand cette information manque, on parle de constipation mentale. Par conséquent, on s'accroche aux rumeurs, à un langage ordurier, cartisard et bien d'autres choses qu'on ne saurait citer ici. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux panafricanistes. Eh bien, mesdames, messieurs, depuis de longues années aujourd'hui, l'Occident fait du monde ce qu'il veut sans en être inquiété. Et d'ailleurs, sans en être même d'ailleurs un bon exemple. Qui a d'ailleurs demandé à l'Occident de gérer le monde et de sanctionner qui il veut? Cette question mérite d'être posée, car comment comprendre qu'en Europe, aux États-Unis et un peu partout dans le monde, on puisse geler les comptes d'un milliardaire russe qui a investi en Angleterre ou ailleurs? Est-ce que les fonds gardés dans les banques dans les pays occidentaux sont encore en sécurité? Qui donne le droit à un pays tiers de bloquer les comptes d'un travailleur, d'un millionnaire ou d'un milliardaire, argent dûment bien gagné au su et au vu de tout le monde, sous prétexte d'être de la Russie ou tout simplement d'une personne qui n'est pas d'accord avec les États-Unis et ses alliés, vous devenez l'ennemi public numéro 1. Est-il encore nécessaire de garder son argent dans les banques occidentales quand on sait qu'ils peuvent à n'importe quelle heure de la nuit, à n'importe quelle heure de la journée, le bloquer ou encore le geler? À ce propos, à qui appartiennent les banques? Qui est le maître de l'argent dans le monde? Et pourquoi se cache-t-il et manipule le plus grand nombre? Voilà pourquoi nous vous apportons cette information encore ce matin. Géostratégie, économie mondiale, les fonds gardés à l'étranger sont-ils en sécurité? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Eddy Momongori. Il est économiste, il est écrivain, il est un panafricaniste, il est notre invité de ce matin. Docteur Eddy Momongori, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien, ça va. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas passé de plateau, mais vous êtes là. Je suis là. Et une question justement qui me vient de loin, les fonds gardés à l'étranger sont-ils encore en sécurité, docteur Eddy? Ben écoutez, l'insécurité, elle plane partout, mais elle a commencé à planer il y a quand même quelques décennies déjà, parce qu'il faut bien le rappeler, qu'il y a quand même un système monétaire public et un système monétaire privé, oui, qu'on appelle généralement le marché des euros ou les euro-marchés, qui naissent sensiblement autour des années 60-70, justement avec la tentative de l'Union soviétique de l'époque d'héberger certains de ces fonds dans le marché public américain. Voilà, ça c'est la naissance de l'euro-marché. L'euro-marché va prendre de l'ampleur et devenir pratiquement la principale source de financement des opérations dans le monde. Je rappelle que le système de Bretton Woods ne fait pas partie de ces euro-marchés. Ça c'est la finance publique internationale. Maintenant, suite à la crise qui est apparue au lendemain de la crise de stagflation, donc la fin de ce qu'on appelle généralement ce qu'on a appelé les 3 décennies de grande croissance du monde. Oui. Voilà. Il a fallu, à un moment donné, regresser les choses. En fait, les États-Unis se trouvent amplement endettés. C'est la même chose pour l'Europe au lendemain du choc pétrolier, du premier
choc pétrolier et du deuxième choc pétrolier qui met l'Europe et l'Amérique en difficulté, les charges énergétiques étant exorbitantes. Il faut désormais chercher de l'argent. On est au début des années 80 et on va trouver cet argent de quel côté? On va donc le chercher hors du circuit normal et c'est la naissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la finance internationale privée qui, naturellement, se nourrit de la spéculation, qui se nourrit de la criminalité, qui se nourrit de beaucoup d'opérations offshore. Et cette finance internationale privée prête désormais au système public, mais peut faire multiples autres opérations. Et on a connu plein de crises monétaires, que ce soit en Asie, que ce soit celle de 2008, le Supreme, qui sont en fait à la base de ce méli-mélo, qui fait que désormais, il y a une finance apacrite qui s'est placée au-delà du système des États même et qui contrôle aujourd'hui les marchés financiers où qu'ils soient. C'est bien de le rappeler toujours. Pourquoi? Parce que cette finance, aujourd'hui, elle est devenue incontrôlable, pas seulement pour les individus, mais même pour les États. Et pour ce qui est à titre de rappel, l'Afrique y est pleinement intégrée. C'est pratiquement 2500 milliards de dollars américains qui sont investis dans ces marchés à travers les fuites de capitaux divers, ce qui représente à peu près 2 fois le PIB de l'Afrique. Naturellement, c'est les hommes les plus riches et les grands dirigeants qui ont ce volume d'argent placé de ce côté. D'où la question qui est pertinente, est-ce que cet argent qui sont placés généralement à travers les paradis fiscaux, qui constituent en fait un réseau criminel de la mondialisation, qui va de pair avec d'autres réseaux criminels comme le commerce des organes, le commerce sexuel, le commerce des ossements, etc., etc. Et même le transfert de l'argent des multinationales vers leur pays. Ça fait partie du même réseau. Donc de criminalité financière, de criminalité liée à la mondialisation, donc à l'ouverture des frontières. Parce que c'est bien de le rappeler, c'est à partir du moment où 3 mécanismes se sont mis en place, activés par, à l'époque de Ronald Reagan, qui avait pour conseiller Milton Friedman, le père même du néolibéralisme et le chancre de ce qu'on appelle le monétarisme, qui voulait absolument qu'à la place du tout État qui a dominé sous l'ère de Keynes, soit mis en place le tout marché. Le tout marché, ça veut dire la liberté libéralisée, déréglementer, casser toutes les frontières, tous les verrous qui sécurisaient le système monétaire avant. Donc nous avons 3 phénomènes qu'on appelle généralement les 3D, la déréglementation, le décloisonnement des marchés et la désintermédiation bancaire, qui sont les 3 mécanismes qui ont permis aux États occidentaux de faire venir l'essentiel de l'épargne qui était logée à l'époque dans les pays arabes, qui étaient submergés de pétrodollars, et aussi en Allemagne et en partie au Japon, parce que le Japon à cette époque avait une compétitivité industrielle supérieure à celle des États-Unis, donc un niveau d'enrichissement énorme. Donc ce sont ces excédents d'argent qui ont sillonné, qui sont venus combler le manque qu'il y avait aussi bien à New York, donc à Wall Street, comme à London, et
On va ainsi vers une nouvelle finance qui détruit l'économie, et on parle dans ce cas de financiarisation de l'économie et de marchéisation de la finance. C'est des phénomènes qui instaurent en fait les réseaux aussi de criminalité financière. Aujourd'hui, donc, tout est établi. On sait qu'il y a des comptes offshore qui sillonnent le monde. Il y a des milliardaires qui investissent un peu partout. Naturellement, pour peu que vous soyez en relation avec un groupe qui est certainement de l'autre côté du concept traditionnel d'une économie unipolaire et unicentrique, vous pouvez avoir des problèmes. Nous pourrons, nous aussi Africains, faire face à ces problèmes. C'est vrai, la plupart de ceux qui investissent dans ces marchés illicites sont quand même des gens fortunés qui sont acquis pour la plupart à la cause de l'Occident. Mais le cas que vous exprimez, que vous mettez sur la table, est certainement, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas toutes les sympathies du système monétaire existant. Est-ce que c'est encore bien finalement de financer un projet à l'étranger et de devenir riche, si un tant soit peu on n'est pas d'accord avec l'Occident? C'est dangereux, c'est bien dangereux, parce que ce qu'il faut bien noter, c'est que le système monétaire qui s'est établi depuis des lustres, oui, il faut le dire depuis des lustres, parce que tout démarre autour du XVIe siècle, XVIe, XVIIe siècle, lorsque la Chine et l'Inde pèsent pour 60% du PIB mondial, sensiblement. Et que l'Angleterre, qui commence à se réveiller, voudrait contrôler le monde. Ce qu'elle réussit d'ailleurs à faire en copiant, entre autres, les technologies qui existaient et qui imposaient le respect de certains empires, notamment la manipulation de la poudre à canon. Les Européens ne sont pas passés par mille chemins, ils ont financé, oui, les recherches pour améliorer les capacités de destruction de la poudre à canon qui est développée au départ par les Noirs, dont les Égyptiens, depuis des lustres, qui est améliorée ensuite par les Chinois. Mais ni les Chinois, ni à leur temps les Égyptiens, les négro-égyptiens, oui, n'ont jamais utilisé cet outil pour aller combattre des ogres. Mais il existe. Et le pays, la première vague de mondialisation est lancée depuis le XVIIe, XVIIIe siècle. Les pays se fréquentent. L'Angleterre naissante espionne cette technologie. Les rois y investissent pour l'améliorer. Et dès qu'ils l'ont amélioré, la colonisation commence. La première colonie, c'est la Chine, puis l'Inde, qui sont désindustrialisées aussitôt. On ne le dit pas souvent, mais l'Inde dirigeait l'économie, plutôt le secteur textile, au XVIIe, XVIIIe siècle, à travers la société des Indes. Oui. Donc, ils vendaient du matériel, des tissus partout dans le monde. À partir du moment où l'Inde a été colonisée, la reine d'Angleterre de l'époque sort un décret qui est un décret historique qui date de 1777, où elle interdit à l'Inde de continuer à transformer le coton sur son continent. C'est comme ça que les cotonnades indiennes sont désormais délocalisées, pour ainsi dire, vers l'Angleterre. Et on parle des cotonnades de Manchester. Les cotonnades de Manchester. Oui. Donc l'industrie se déplace de ce côté et vous voyez le lien avec la traite des Noirs. Maintenant, il faut, pour aller
de deux crans au-dessus des Indiens. Il faut qu'on trouve la force de travail suffisamment robuste qui va développer donc, mettre en place ce qu'on va appeler la première révolution industrielle qui se fait dans le domaine du textile et qui est alimentée par les Noirs, essentiellement, on le sait aujourd'hui, par les populations camerounaises issues de l'espace Ticard, parce que c'est l'essentiel des populations qui avaient suffisamment de robustesse pour franchir cette épreuve qui était difficile, c'est de traverser les océans dans des conditions difficiles et d'atterrir et de continuer à vivre. Donc on peut dire que vous soulevez là un sujet qui a beaucoup d'autres aspects, mais des aspects extrêmement intéressants. C'est la même chose qui va se passer d'ailleurs entre le Portugal et le Brésil. Oui. Le Portugal va également imposer à ses colonies brésiliennes d'arrêter toute production, toute transformation de coton, et que c'est le Portugal et finalement et l'Angleterre qui se charge de gérer cette histoire. C'est de là que part d'ailleurs la première capitalisation, parce que tout ce commerce est à un brouka. Le commerce des esclaves a un brouka, oui, qui est le Vatican. Et le Vatican est l'allié principal de l'homme le plus riche de cette époque, qui finance tous les rois du monde, tous les empires, y compris le Vatican. Je cite là la famille Rothschild. La famille Rothschild. La famille Rothschild qui est en fait tout un univers avec beaucoup de démembrements. Un père qui finance à taux d'intérêt élevé les royaumes, qui finance l'esclavage et qui bâtit sa première capitalisation à partir de ça, et va ensuite financer la deuxième révolution, la machine à vapeur et le reste. Mais entre-temps, il a mis en place un système financier absolument tentaculaire. Avec ses fils, l'un de ses fils il le déplace du côté de l'Italie et il développe le réseau bancaire qu'on appelle le réseau Moses Schiff. Oui. Moses Schiff. C'est une appellation naturellement, comment on les appelle, une appellation juive. Oui. Mais du côté de la France, c'est le réseau des banques Lazare. Les banques Lazare. Les banques Lazare. Où Macron a fait ses œuvres, a fait ses armes. Du côté des pays germaniques et anglo-saxons, c'est le réseau Warburg, avec les banques d'Amsterdam et de Hambourg. Ça, c'est le fleuron. Bien sûr, dans la même poussée, les Européens se déplacent, avec les Juifs surtout, vers l'Amérique. Et c'est comme ça que vous verrez qu'il y a 13 familles qui se fondent là, mais qui ont les mêmes liens de sang, que ce soit les Chase Manhattan, que ce soit les Morgan, etc., que ce soit les Wells Fargo, toutes ces familles, Rockefeller et tout le reste. Donc, vous voyez, il y a un système qui est installé, qui contrôle la finance à tous les niveaux et la banque, l'activité bancaire à tous les niveaux. Ce n'est pas seulement les marchés financiers qui sont leur création, mais c'est les banques d'investissement et de développement, c'est les banques centrales, mais pour les banques centrales, ils se sont concentrés surtout aux États-Unis, où la Federal Reserve représente à peu près 90%, elle appartient au Rothschild et à tout le reste, pas seulement Rothschild. Mais au-delà, il y a les banques commerciales, oui, qui, en fait, servent de métronome au taux de croissance des économies et qui sont déployées. Beaucoup de banques, vous les voyez, elles portent des noms allemands, des noms anglais, des noms français, tout ça. Mais à la base, ce sont les Juifs. Ce sont
les mêmes qui sont cachés. Les 13 familles. Les 13 familles qui sont là-dedans. Et qui imposent que, et ça j'ai aimé votre intervention d'un panéliste qui disait que les banques, que les francophones sont plus exposés que les anglophones. C'est vrai, mais tout le monde est exposé, y compris les anglophones. Parce que les banques commerciales indiquent le niveau de croissance d'une économie. Comment? Il suffit qu'elles décident de ne pas prêter de l'argent dans un secteur que, je dis n'importe quoi, que le Ghana voudrait développer, l'agriculture. Oui. Et décide que cette année-ci, puisque le Ghana ne nous plaît pas, et qui veut se développer dans l'agriculture, nous nous orientons vers le commerce. Du coup, vous êtes à plat. Donc, tous les compartiments de la banque sont ainsi gérés de cette façon. Et moi, ça ne me surprend pas. Les comptes bancaires sont lisibles. On connaît les noms, on connaît les volumes de transactions, on connaît surtout, et c'est ça le plus important, le SWIFT bancaire. Parce que le SWIFT bancaire, c'est toujours une création de la même oligarchie de 1921 qui a été créé, ce SWIFT bancaire, qui permet d'avoir une traçabilité de toutes les opérations et de contrôler, ça c'est le seul marché d'ailleurs, qui ne soit contrôlé par aucun État, le marché de SWIFT. Voilà, merci. Donc, ils ont le droit de geler les biens de qui ils veulent. Ils n'ont pas le droit, mais ils ont la possibilité, parce qu'ils ont la traçabilité de toutes les opérations. Il sait, même si vous le déplacez par 1001 SWIFT, on peut savoir d'où ça vient et comment le bloquer. C'est ce qui explique également qu'on puisse contrôler ce qu'on appelle généralement les embargos. Oui. Les embargos. Quand on vous met sous embargo, on sait exactement comment ça va se passer. On sait pas avec quelle banque vous travaillez. Et donc l'embargo, ça réussit toujours dans ce marché qui est un marché unipolaire. D'où l'initiative des Russes et des Chinois de sortir et de créer leur propre marché, leur propre système, chacun de son côté. Et on le sait, on y va de manière inévitable vers un monde polycentrique, qu'on le veuille ou pas. On y va déjà. Justement, vous avez fait un essai là-dessus, parler justement d'un monde polycentrique. On va y aller inexorablement, ça ne va pas aller en vrille finalement? Ben écoutez, je pense que c'est déjà lancé, c'est déjà installé. Les pays se sont développés, l'Occident s'est massivement développé, a utilisé le reste du monde pour se mettre au sommet. Mais l'Occident a perdu de vue une seule chose, c'est que la richesse a quelque chose de formidable, une contradiction que personne ne pourra jamais gérer, c'est qu'une fois qu'un pays s'enrichit, il commence à s'appauvrir. Une fois qu'un pays commence à s'enrichir, commence également à s'appauvrir. Oui. Pourquoi? Parce que l'enrichissement d'un pays est organisé par des investisseurs privés. Et le capitalisme est apacrite. Le capital se développe vers les zones qui offrent les meilleures opportunités de rentabilité. C'est ce qui explique qu'à un moment donné, le Japon, nous sommes là au lendemain de la guerre du Vietnam, où les États-Unis commencent à perdre en termes de dynamisme économique. Et le Japon, à travers des liens qui ont été favorisés d'ailleurs par les États-Unis, commence à mettre en place son système économique et d'industrie, un système plus performant qu'on appelle en microéconomie la production à flux tendu. C'est-à-dire, ils ont la capacité de produire avec moitié moins de personnel, moitié moins de place, moitié moins de personnes. Ce qui leur permet, à la suite, d'être plus performants, de vendre la machine à outils et toute autre forme
de production, y compris les véhicules, aux États-Unis à des prix plus bas, profitant du développement de l'exploitation de la fibre optique qui commençait à ce moment et de la conteneurisation du Japon. Oui. Voilà. Il parvient donc à vendre, à être tellement compétitif qu'ils peuvent vendre. On les soupçonnait de dumping, mais à la suite, on a compris que non, c'est leur système, leur mode d'organisation, de production qui était plus performant. Aujourd'hui, tous les pays s'organisent non plus de manière pyramidale, donc d'après ce qu'on appelle généralement l'organisation taylorisme du travail, mais une organisation beaucoup plus souple où les ouvriers spécialisés et les ingénieurs et tout le reste du travail partagent les informations et on arrive à des résultats beaucoup plus intéressants. Donc pour dire quoi? Pour dire le monde unipolaire, il se met automatiquement en place. Le capitalisme se déplace là où il trouve ses opportunités. Dans les années 70, ça a trouvé les meilleures opportunités au Japon et on a déployé, on a délocalisé des capacités de production massive vers le Japon. Mais comme le Japon s'était enrichi déjà, les coûts de production sont devenus plus élevés, les coûts de transaction également, les loyers et tout le reste. C'est la naissance, c'est l'heure de naissance des dragons africains de première génération. Singapour, Corée du Sud, Taïwan et il y a un quatrième qui me sert Thaïlande. C'est l'heure de... Pourquoi ils naissent? Parce que le Japon étant devenu coûteux, les mêmes investisseurs délocalisent à quelques kilomètres où les coûts de production sont plus bas. Et la Chine regarde d'un shopping, dit tous les chats sont bons, qu'ils soient rouges, qu'ils soient blancs, qu'ils soient noirs, pourvu qu'ils attrapent la souris. C'est rentré dans l'histoire, ce qu'il disait là. Que lui aussi intéressé. Il a des coûts de production 10 fois plus bas encore. C'est ce qui va expliquer que la Chine va donc carburer à une cadence jamais réalisée dans le monde et qu'elle va pouvoir, en l'espace de 4 décennies, rester sur une trajectoire de croissance absolument vigoureuse, 10 à 12% sur 4 décennies. Et le résultat, on le connaît aujourd'hui, c'est que pays pauvres, en 1990, pesant pour moins de 2 points de pourcentage du PIB mondial, au moment où les États-Unis pesaient 22% du PIB mondial, estimé en parité de pouvoir d'achat. En 2016, ils font un jeu égal en termes de PIB par brut global. Par tête d'habitant, jusqu'à aujourd'hui, les Américains sont toujours plus riches, à peu près 4 fois plus riches, un Américain, mais les Chinois ont pu faire sortir de la pauvreté plus d'1 milliard de personnes en l'espace de quelques décennies. Aujourd'hui, on le sait, la Chine est devenue très coûteuse. Le même principe étant valable partout. La Chine a prouvé que son Eldorado, c'est l'Afrique. Et elle a commencé par l'Éthiopie, où le salaire à l'heure, aujourd'hui, est de 80 $, alors qu'en Chine, c'est de 800 $ par ouvrier. Donc, de manière automatique, il y a à peu près 60 à 70 millions d'emplois, dont des pans entiers de l'économie chinoise qui devront être délocalisés vers des pays africains. Docteur Edimon, pour sortir justement de cet entretien en quelques secondes, lorsque les fonds sont gelés dans ces banques, à qui profitent-ils? Écoutez, c'est un marché de spéculation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le système public également va puiser souvent dans ces marchés. C'est des marchés de grande spéculation avec parfois des niveaux de rendement extrêmement élevés pour des opérations qui se font très rapidement. Ces fonds profitent justement à ceux qui ont mis en place ces systèmes financiers
Et c'est ceux que tu as cités, Oui. c'est les 13 familles, c'est eux toujours qui sont à la mécanique, qui continuent à s'enrichir à travers des opérations de spéculation et continuent naturellement à contrôler le monde. Merci, docteur Elibou Mongori, d'avoir été de nôtre cet après-midi. Merci, merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Passez une agréable journée.